Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Les premiers vols des pèlerins djiboutiens pour le pèlerinage sont prévus donc pour demain, 8 août. Et à Jeddah, donc des innovations informatiques au service du pèlerinage pour cette année. Un sommet de l'informatique s'est tenu. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le gouvernement djiboutien a rapatrié par avion hier soir une partie de ses ressortissants de Deridawa en Éthiopie. Et face aux conditions de sécurité instables dans la ville de Deridawa, le gouvernement djiboutien a affrété 2 avions de la compagnie Air Djibouti afin de rapatrier les ressortissants djiboutiens en vacances donc et désireux de rentrer au pays. Un premier avion transportant 109 ressortissants djiboutiens est arrivé hier soir donc à l'aéroport international d'Ambouli et a été suivi par un autre appareil, toujours d'Air Djibouti, transportant 50 personnes, tous donc des familles qui étaient en vacances à Deridawa. Il s'agit là d'un premier contingent désireux de rentrer au pays et qui ont fait les démarches nécessaires auprès du consulat de Djibouti à Deridawa. Les ressortissants donc ont été accueillis à l'aéroport par plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables du pays. Le gouvernement djiboutien va poursuivre ses efforts pour assurer le rapatriement de l'ensemble des Djiboutiens donc, qui étaient à Deridawa pour revenir donc à Djibouti face aux problèmes d'insécurité persistants donc dans cette ville éthiopienne. D'ailleurs, le Premier ministre Abdourad El Kamil avait présidé hier une réunion interministérielle à la primature et donc pour discuter sur les derniers développements de la situation des vacanciers djiboutiens à Deridawa et trouver des solutions adéquates pour garantir leur sécurité et éventuellement les rapatrier vers Djibouti. Le gouvernement avait condamné donc les violences perpétrées à l'encontre des estivants djiboutiens à Deridawa dans la journée du 5 août dernier et a saisi les autorités donc éthiopiennes afin d'assurer la protection des Djiboutiens présents sur le territoire éthiopien. C'était dans les titres, les premiers vols des pèlerins djiboutiens à destination de la Mecque vont débuter demain 8 août. L'annonce en a été faite aujourd'hui par le directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Djibouti, Abdelrahman Ali, et dans un entretien qu'il a accordé donc à la presse nationale, le directeur général d'Air Djibouti a annoncé que la compagnie aérienne s'est préparée cette année afin que le pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions. Il a indiqué que 3 vols dès demain et que tous les pèlerins enregistrés seront acheminés selon le calendrier établi. Enfin, il a ajouté que le retour des pèlerins s'effectuera dans les mêmes conditions et aucun retard ou perte de temps ne sera observé. Écoutons pour plus de précisions le directeur général de la compagnie Air Djibouti, Abdelrahman Ali. L'année dernière, nos pèlerins djiboutiens ont rencontré quelques difficultés et dorénavant et de prime abord, nous nous excusons des problèmes qu'il y a eu l'année dernière. Ceci nous a amené à corriger nos erreurs et les conditions qu'ont subi les Hujjaj djiboutiens, les pèlerins. De demain, Inch'Allah, nous allons commencer et nous allons entamer aussi les premiers vols pour Médine. Et sur le programme que comme vous avez vu sur le site Air Djibouti, tout le programme et les noms sont indiqués. Le premier vol est prévu à 10h05. Nous informons aux pèlerins djiboutiens de se rendre 3 heures avant, c'est-à-dire vers 6h30 du matin. Le deuxième vol est prévu à 20h. Nous invitons aussi aux pèlerins djiboutiens de se rendre à l'aéroport 3 heures avant, c'est-à-dire vers 17h de l'après-midi. Et le troisième vol va suivre, ce sera 22h, donc 18h. Il faut que les pèlerins soient à l'aéroport. Ceci est dit, des gens peuvent se poser des questions pour dire mais comment ça se fait que le deuxième vol est à 20h, le troisième vol est à 22h? L'avion va aller et revenir aussitôt? Non, nous vous informons que Air Djibouti, par le biais de la compagnie qu'on a sous-traitée, nous allons utiliser 2 avions, 737-800 MAX, d'une capacité de 178 places. Et nous allons encheminer et acheminer tous les Djiboutiens, tous les pèlerins djiboutiens en ce sens. Certes,
beaucoup de questions, des gens se sont posés des questions pour dire mais pourquoi tardivement? La réponse est la suivante. Les Djiboutiens, les pèlerins djiboutiens ne sont pas tous pareils, on va dire, financièrement. Côté santé aussi, certains ne peuvent pas rester plus de 2 mois à la Mecque. Nous voulons réduire effectivement le temps passé pour le Hajj, qui est d'un délai d'1 mois, maximum 1 mois et 7 jours. Ceci est dit, nous allons réduire de plus, parce que Air Djibouti, je précise également pour le retour, chaque pèlerin a droit à 40 kilos. Plus de ces 40 kilos, il serait ramené à ce qu'il paye l'extra de kilos qu'on va lui poser et qu'on va lui demander aussi à l'aéroport de Jeddah. Et à propos d'Air Djibouti, ce départ des pèlerins avec la compagnie aérienne nationale est l'occasion pour nous de revenir sur la renaissance de cette compagnie. C'est le dossier de cette édition et un commentaire de Samatar Saïd. Djibouti a été créée en 1963. Elle était sous la tutelle de la compagnie d'Air France. En 1977, lors de la déclaration de l'indépendance de Djibouti, la compagnie a été réorganisée financièrement. La compagnie desservait toutes les capitales régionales. Elle effectuait également 2 vols domestiques quotidiens vers Tadjoura et Obok. Ces appareils reconnaissables et cette frêle gazelle du désert étaient une fierté pour toutes les Djiboutiens. Air Djibouti est l'une des plus anciennes compagnies du continent africain, a été dissoute en 2002 après plusieurs années de mauvaise gestion. Air Djibouti a effectué le 3 août 2015 son premier vol depuis sa mise en faillite en 2002. Ce vol, qui marque la renaissance de la compagnie aérienne étatique djiboutienne, a été effectué entre Djibouti et Hargeisa, Somaliland, à bord d'un avion cargo de type Fokker qui transportait 6 tonnes de marchandises. La nouvelle compagnie aérienne reste une compagnie nationale, propriété de l'État, mais sa gestion a été confiée à la compagnie britannique Cardiff Aviation. La nouvelle compagnie aérienne reste une compagnie nationale et effectue plusieurs vols à destination de plusieurs villes de pays de la sous-région. Aujourd'hui, la renaissance d'Air Djibouti est perçue comme un formidable pas en avant dans le domaine du transport. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale visant à poser les jalons d'un développement durable en transformant notre pays en une plateforme commerciale incontournable. Dans son allocution, lors de la cérémonie d'inauguration de la compagnie Air Djibouti, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guéry, a dit en substance que le démarrage des activités de cette compagnie est synonyme d'une nouvelle ère pour le secteur du transport aérien qui recouvre sa vitalité après une longue période de léthargie, et l'acquisition de notre propre compagnie aérienne s'est posée en préalable incontournable à l'évolution largement entamée de notre pays en un hub international. Santé à présent, le centre Husseina accueille chaque jour plusieurs dizaines de femmes enceintes, notamment de grossesse à risque, qui viennent se faire consulter en ambulatoire afin de bénéficier des prestations exclusivement dédiées à la santé de la reproduction. En effet, ce centre national de référence en santé de reproduction dispose d'un fichier regroupant toutes patientes suivies dans le cadre de la prise en charge des grossesses à risque. À cet effet, le centre a mis en place une nouvelle unité de prise en charge de grossesse à risque qui contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et fœtale liée aux facteurs de risque. Il s'agit de fournir des prestations spécialisées en matière de consultation prénatale aux femmes enceintes présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle, le diabète gestation, anémie ou encore ayant des antécédents des morts-nés, des accouchements prématurés et des crises éclamptiques. Pour ce faire, le centre Husseina dispose d'un plateau technique moderne et performant à l'image de son laboratoire high-tech équipé pour tous les besoins en analyse biologique et biochimique ainsi que d'appareils d'imagerie médicale tels que l'échographie. Des efforts ont été également consentis par le ministère de la Santé pour rehausser le nombre de personnels qualifiés afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients en ambulatoire. Et le centre Husseina se fait la joie d'accueillir et de traiter avec amabilité toutes les femmes djiboutiennes enceintes ou désireuses de l'être afin de préserver leur santé et celle de leurs futurs enfants. Je vous propose de suivre pour plus de précision donc la directrice de cette structure hospitalière.
Le centre Husseina est un centre de 3e niveau, c'est un centre de référence de 3e niveau. Nous avons mis en place une nouvelle unité de prestations sur les grossesses à risque. Nous avons des objectifs majeurs. Le premier objectif est de contribuer à la mortalité et la morbidité maternelle et fétale. Il faut souligner que le centre Husseina dispose d'un plateau technique très performant, à savoir le personnel qualifié, que ce soit médecins, gynécologues ou des sages-femmes qui sont formés en échographie. Nous avons aussi un laboratoire capable de réaliser tous les bilans biologiques dont ces grossesses à risque ont besoin. Nous avons également aussi d'autres moyens de diagnostic tels que l'échographie qui nous permet de suivre un peu l'état de santé de l'enfant. Compte tenu de tous ces paramètres, j'invite à toutes les femmes présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension ou ayant connu de grossesses antécédentes avec des complications à venir consulter le Husseina, qu'on puisse prendre en charge leur santé et la santé de leurs enfants. Le port international de Djibouti a accueilli hier la traditionnelle cérémonie de passation de commandement de l'opération Atalante de l'Union européenne à bord de la frégate italienne ITS Carlo Margottini. Le contre-amiral italien Malvagna, qui a dirigé donc ces derniers mois les opérations navales et aéronavales de lutte anti-piraterie et de soutien à la sécurité maritime, a cédé son commandement au contre-amiral espagnol Nanclares, qui dirigera désormais les opérations depuis la frégate espagnole. Par la même occasion, donc, le Conseil a nommé le vice-amiral Antonio Morteralli, donc Lacave de la marine espagnole, nouveau commandant de l'opération pour remplacer le major général Charlie Stickland. Cette cérémonie s'est tenue en présence des représentants du gouvernement espagnol, du corps diplomatique et des forces militaires stationnées à Djibouti. La salle de conférence du centre d'aide sociale Mako Sikiediri de la ville d'Ali Sabié a abrité dans la journée d'hier une cérémonie commémorative de la journée internationale de la veuve. Organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'événement a réuni sur place des veuves, des orphelins et d'importantes personnalités, dont le premier adjoint du préfet, le vice-président du conseil régional ainsi que le conseiller juridique de la ministre de la Femme et de la Famille. Cette année, la journée internationale de la femme veuve est consacrée aux veuves des 5 régions de l'intérieur. Et pour ce faire, le ministère donc a octroyé un don de cheptel à 25 femmes veuves issues des 5 régions. À travers cette initiative, le ministère tient à participer au bien-être donc des veuves et contribuer à l'amélioration socio-économique des familles de ces veuves. Le gouvernement de la République du Djibouti célèbre cet événement depuis 2012. Le ministère a déjà célébré cet événement en 2012 avec les femmes de Douméra, en 2015 avec les femmes du quartier de Ouahdaba, et en 2016 avec les femmes vivant avec un handicap, et en 2017 avec les femmes du contingent Hill. En 2018, le ministère a eu l'idée de célébrer cette journée dans les 5 régions de l'intérieur et de donner du bétail aux femmes veuves les plus vulnérables et les femmes ayant des enfants à besoins spéciaux. Et la célébration donc de cette journée internationale de la femme veuve donc a été observée sur tout le territoire national, comme ici donc à Dikil, et comme chaque année le ministère organise ce genre d'événements. Les femmes veuves donc se trouvent parfois dans des situations de précarité, donc elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et voire même marginalisées dans certains pays. Et par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, le gouvernement de Djibouti donc a célébré cet événement depuis 2012, et depuis cette date le ministère a célébré plusieurs autres journées internationales. Et enfin, donc en 2018, la journée de la femme a été consacrée cette année aux veuves des régions de l'intérieur avec l'octroi d'un don de cheptel à 25 femmes veuves. Les listes des 5 veuves ont été soumises au ministère de la Femme. Les critères de sélection de ces veuves ont été de prioriser les femmes ayant un enfant à besoins spéciaux et les veuves ayant des enfants en bas âge. On a priorisé les femmes ayant des enfants handicapés, parce que ces femmes-là sont les femmes qui ont le plus besoin par rapport à d'autres veuves. Lors de la célébration de cette journée, le ministère de la Femme, en collaboration avec l'UNFD, va remettre à chaque veuve 2 chèvres et 1 bouc. Au total, cet événement va permettre de toucher
25 femmes veuves et remettre 75 cabrins. Et après Ali Sabié, Dikil direction le nord du pays, notamment à Obok, où des célébrations similaires également ont été observées, en présence donc des autorités de la région de Hayou et bien sûr des femmes, des associations féminines de la région d'Obok. Et donc le ministère de la Femme et de la Famille donc qui a organisé donc cet événement, cette journée internationale de la femme veuve en collaboration avec l'UNFD, et à travers cette initiative, le ministère donc tient à participer au bien-être des veuves djiboutiennes et contribuer à l'amélioration socio-économique de leur famille. Et à Dikil, des fortes pluies accompagnées de vents violents donc, se sont abattues dans la région de l'unité hier soir, selon les informations transmises par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan. On déplore quelques blessés, dont 2 grièvement, et des dégâts matériels importants. Le village de Yoboki a été particulièrement donc touché hier soir vers 20 h par le bourrasque et on déplore donc des blessés. Les dégâts matériels sont importants dans ce village situé sur le corridor Djibouti-Galafi. Des logements en dur ont été endommagés. La bourrasque a emporté plusieurs maisons en planche et des dizaines de Toukoul et à Yoboki donc et dans sa périphérie. Les toits de certaines habitations ont été également arrachés. Des dizaines de familles sont sinistrées à cause de ce phénomène climatique. Elles ont tout perdu, tous leurs biens, vivres, vêtements, ustensiles de ménage à cause de la bourrasque qui a été très violente à Yoboki et dans tous les secteurs de la plaine de Halé. Et on déplore par ailleurs aussi plusieurs blessés, dont 4 enfants, et les blessés donc ont été acheminés vers les structures sanitaires de la ville de Dikil pour être soignés, toujours selon la préfecture. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Alors en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a amnistié donc plus de 800 prisonniers, dont Simone Gbagbo. Effectivement, Ahmed, tout un symbole en Côte d'Ivoire, alors que ce pays est meurtri par des décennies de crises politico-militaires, célèbre aujourd'hui sa fête nationale. Son président, Alassane Ouattara, annonce une large amnistie pour favoriser une réelle réconciliation nationale et marquer son attachement à la paix. Il y a 7 ans, rappelons-le Ahmed, il aurait été difficile de croire que Simone Gbagbo soit gracié un jour par Alassane Ouattara, tant le souvenir des violences meurtrières au post-électoral de 2010 est encore présent dans l'esprit des Ivoiriens. Et à l'époque, le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de Alassane Ouattara avait plongé le Côte d'Ivoire dans un conflit qui s'était soldé par la mort de 3000 personnes et l'arrestation du couple Gbagbo dans le sous-sol de sa résidence. Son épouse, elle, recouvre la liberté, mais Laurent Gbagbo, lui, reste écroué à la Cour pénale internationale, la CPI, où il est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et nous allons parler donc du pèlerinage pour cette année 2018. Plus de 1500 Djiboutiens donc vont accomplir ce devoir et cette obligation religieuse. Alors, des innovations informatiques ont été apportées donc dans ce pèlerinage ce matin. Eh bien, effectivement, Ahmed, comment prévenir les accidents mortels pendant le Hajj? C'est la question qui se sont posées. Cette question essentielle que des programmateurs du monde entier se sont penchés avant le début du pèlerinage musulman. Parmi les premières réponses, les solutions informatiques. Dans la ville de Jeddah, sur la mer Rouge, une sorte de mini-sommet informatique était dédié à cette recherche de remèdes technologiques. Une application permettant aux ambulanciers d'atteindre rapidement des personnes dont le besoin à la localisation des proches ou encore la conception des poubelles et capteurs qui avertissent les éboueurs. Les solutions informatiques sont innovantes et nombreuses avec un seul objectif, mettre la technologie au service des pèlerins. Au total, Ahmed, près de 3000 programmateurs ont participé à l'événement, faisant dire aux organisateurs que l'Arabie Saoudite a battu le record du nombre de participants. 2 millions de fidèles, Ahmed, rappelons-le, comme la République de Djibouti, sont attendus à ce pèlerinage à la Mecque qui représente un défi logistique pour les autorités saoudiennes. Et enfin, Samatar, la Californie est désormais ravagée par le plus grand incendie de son histoire récente, le Mendocino Complex, qui gagne du terrain dans le nord de l'État le plus peuplé des États-Unis. Eh bien oui, Ahmed, le précédent incendie record en Californie remonte à seulement 8 mois. Une dizaine de personnes ont été tuées plus tôt depuis le début de l'été, dans le feu qui dévaste cet État de l'ouest des États-Unis. Et ce n'est pas maîtrisé que 30% environ selon Cal Fire, le service californien de lutte contre les incendies. Il a fait au moins 2 morts.
Il est composé de 2 foyers mitoyens depuis le 27 juillet qui ont formé ensemble lundi le plus grand incendie jamais connu en Californie après avoir déjà dévoré plus de 114 000 hectares, presque autant qu'à la superficie de l'immense ville de Los Angeles et plus de 114 000 hectares détruits en décembre 2007 par l'incendie Thomas, le précédent record, Ahmad. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.